Quel est l'ancrage historique et la spécificité juridique de l'accord de 1968? 1. Quelle est l'origine politique et historique de cet accord de gestion post-coloniale? L'accord du 27 décembre 1968, signé à Alger par Jean Badevant pour le gouvernement français et Abdelaziz Bouteflika pour le gouvernement algérien, est un instrument bilatéral qui régit les conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens en France. Sa genèse est intrinsèquement liée à la période post-coloniale et aux dynamiques migratoires qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie en 1962. Quel est le contexte historique qui a mené à la signature de l'accord de 1968? L'accord s'inscrit directement dans les principes des accords d'Évian de mars 1962, qui avaient établi les fondations d'une coopération large et d'une quasi-libre circulation entre les deux nations. Pour la France de l'époque, l'accord répondait à un double impératif. Maintenir un flux de main, œuvre nécessaire à la reconstruction et à l'essor économique français, tout en cherchant à contrôler et à limiter une immigration qui s'accroissait rapidement. Les statistiques montrent d'ailleurs une forte accélération des entrées, atteignant un pic de 10 000 arrivées algériennes entre le 1er janvier et le 10 mai 1968. Pour l'Algérie, la préservation de la libre circulation était considérée comme un facteur essentiel de la coopération durable envisagée et un droit acquis dans l'esprit d'Évian. Comment l'introduction des certificats de résidence a-t-elle immédiatement marqué une restriction française? Bien que le statut octroyé aux Algériens soit initialement présenté comme exceptionnel, leur permettant de bénéficier de droits similaires à ceux des Français, à l'exception des droits politiques et de la liberté d'installation, l'introduction du certificat de résidence a marqué une tentative française précoce de régulation. Contrairement aux autres étrangers qui se voyaient délivrer des cartes de séjour, ce certificat correspondait, dès sa mise en place, à une volonté d'imposer un contrôle policier strict sur le flux et le séjour des ressortissants algériens. En outre, l'élaboration du texte fut tendue, le gouvernement français, en mai 1968, a fixé unilatéralement un quota de 8 000 entrées autorisées pour le reste de l'année, afin de faire pression sur Alger et d'accélérer les négociations. L'accord de 1968 doit ainsi être perçu non comme un simple octroi d'avantages, mais comme l'instrument par lequel la France a réussi à encadrer et à restreindre le régime de libre circulation hérité des accords d'Évian. 2. En quoi le statut des ressortissants algériens est-il fondamentalement dérogatoire au droit commun des étrangers? Quelle est la conséquence juridique majeure de la nature internationale de l'accord? La principale singularité de l'accord de 1968 réside dans sa nature juridique de traité international. Conformément au droit français, un tel accord prime sur les lois nationales, y compris le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA. Cette primauté confère aux ressortissants algériens un statut qui ne peut être modifié par une simple loi interne, votée par le Parlement français. C'est cette suprématie sur le droit national qui est aujourd'hui au cœur des revendications françaises de révision ou de dénonciation. Comment les avenants successifs 1985, 1994, 2001 ont-ils consolidé, paradoxalement, la spécificité du régime? L'accord a fait l'objet de 3 révisions par voie d'avenant en 1985, 1994 et le dernier en 2001. Ces modifications ont parfois permis d'aligner certains droits des Algériens sur des avancées du droit commun, comme la loi Chevènement de 1998. Cependant, le choix systématique des États parties d'opter pour la révision plutôt que pour la renégociation complète du texte démontre une volonté commune de conserver le cadre initial de 1968 et, par conséquent, de préserver la spécificité du régime applicable aux Algériens. Le principe de réciprocité est-il effectivement absent du dispositif, et cette absence est-elle critique? L'accord est souvent critiqué en France pour son manque de réciprocité. Un rapport parlementaire de 2025 souligne qu'il ne contient aucune clause de réciprocité significative concernant la partie algérienne et s'apparente, dans les faits, davantage à une déclaration unilatérale de la France. Les seules obligations réciproques mentionnées dans l'accord concernent des aspects administratifs, comme la tenue des réunions de la commission mixte de suivi. Cette asymétrie juridique est un facteur clé de la confrontation actuelle. Elle permet à la France de déplorer un manque de coopération, notamment sur l'exécution des OQTF obligation de quitter le territoire français, sans que l'Algérie ne soit juridiquement obligée, au nom de la réciprocité prévue dans cet accord, de garantir des droits équivalents aux Français sur son territoire, ou d'accepter le retour de ses ressortissants. 2. Pourquoi la France milite-t-elle pour la révision ou la dénonciation de l'accord de 1968? 1. Quels sont les arguments de souveraineté et de contrôle des flux migratoires invoqués par Paris?
Pourquoi l'alignement sur le droit commun CECEDA est-il devenu un impératif politique pour la France? L'impératif politique de la France est de mettre fin à l'exception algérienne. Le statut dérogatoire des Algériens est jugé caduc par une partie de la classe politique française, notamment à droite, qui exige sa renégociation ou sa dénonciation complète. L'objectif principal est de rétablir la pleine souveraineté législative de la France sur les conditions d'entrée et de séjour, permettant au droit interne le CECEDA de s'appliquer à tous les étrangers de manière uniforme. Quels sont les avantages spécifiques au séjour perçus comme exorbitants par la partie française? Plusieurs dispositions de l'accord sont pointées du doigt comme conférant des avantages jugés trop larges par Paris. L'une des plus importantes concerne la stabilité du séjour. L'accord facilite l'obtention et le renouvellement automatique des certificats de résidence de 10 ans, notamment après 5 années de résidence régulière ininterrompue en France, une condition perçue comme moins exigeante que le droit commun. L'autre avantage jugé significatif est la facilité des établissements professionnels. L'article 5 permet aux ressortissants algériens de S établir en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariés commerçants ou professions indépendantes, en recevant un certificat de résidence simplement sur justification de leur inscription à un registre professionnel ou à un ordre. Cela leur permet d'échapper aux procédures strictes d'autorisation de travail et d'examen de l'intérêt économique prévues par le droit commun pour les autres étrangers. Comment ce régime dérogatoire entrave-t-il la gestion de l'immigration qualifiée? La primauté de l'accord sur la loi interne entraîne une conséquence paradoxale pour l'immigration qualifiée. Les Algériens ne peuvent pas bénéficier des nouveaux titres de séjour créés par les lois françaises récentes 2003, 2006, 2018, comme les passeports talents, les cartes de séjour pluriannuelles, ou la régularisation par le travail pour les métiers sous tension. Le régime algérien, bien que favorable pour certains titres, est rigide et reste hermétique aux avancées visant à cibler les compétences, ce qui est considéré comme une perte de flexibilité pour la politique migratoire française. 2. Quels sont les coûts socio-économiques chiffrés utilisés pour justifier la révision? Quelle est l'estimation du coût annuel de l'exception algérienne selon les évaluations parlementaires, et comment doit-on interpréter ces chiffres? Les arguments financiers constituent un puissant levier politique pour la révision. Un rapport parlementaire, publié autour de 2023, estime que l'exception migratoire algérienne impose un surcoût massif aux finances publiques françaises, chiffré à plus de 2 milliards d'euros par an. Ce coût est ventilé comme suit: 200 à 300 millions d'euros pour les frais administratifs, juridictionnels et pénaux liés au volume des personnes, et 5 milliards d'euros pour les conditions de maintien sur le territoire, incluant le recours au logement social et l'accès préférentiel au RSA revenu de solidarité active et à l'APL. Pourquoi le mécanisme de retraite est-il source de surcoûts financiers? Le rapport met en évidence un surcoût spécifique lié au système de retraite. Selon les allégations, l'Algérie ne verserait pas sa part de la pension de retraite pour les ressortissants ayant alterné période de travail en Algérie et en France. Par conséquent, la France serait obligée de compenser ce manquement par le versement de l'allocation supplémentaire vieillesse ASP, ajoutant à la charge publique. Les données financières sont-elles incontestables ou font-elles l'objet de critiques? Il est crucial de noter que ces estimations ne sont pas exemptes de critiques. Les auteurs du rapport eux-mêmes ont précisé avoir dû adopter une vision très stricte et restrictive des analyses chiffrées, en partie en raison d'un manque de coopération de la part des administrations françaises pour fournir des données publiques et fiables. L'opposition a dénoncé ces chiffres comme faisant partie d'un rapport raciste visant à stigmatiser les ressortissants algériens, soulignant que l'ACIS évaluation omet délibérément l'apport économique de l'immigration algérienne comme les 15 000 médecins travaillant en France et inclut des coûts sociaux logement social, qui s'appliquent légalement à tous les résidents sur le territoire. Pourquoi l'Algérie maintient-elle son attachement à l'accord et refuse-t-elle sa révision? 1. Comment l'accord est-il perçu comme un instrument de défense et un acquis symbolique de la décolonisation? Quelle est la dimension symbolique et souveraine du maintien de l'accord pour Alger? L'Algérie, par la voix du président Tebboune, s'est déclarée toujours attachée à l'accord. Pour les autorités algériennes, le texte représente un acquis symbolique sur l'ancienne puissance coloniale. Le maintenir, c'est affirmer une forme de continuité historique et de souveraineté, en refusant l'imposition unilatérale du droit commun français, un traitement réservé aux autres pays du Maghreb et d'ailleurs. Cet accord est ainsi mobilisé politiquement comme un instrument de défense des droits des Algériens établis en France. En quoi le maintien de l'accord protège-t-il les Algériens de la législation française restrictive? En pérennisant une situation spécifique, l'accord permet aux ressortissants algériens d'échapper aux dispositions du droit commun des étrangers, qui est devenu essentiellement restrictif en France depuis les années 1990.
L'Algérie cherche à conserver ce cadre bilatéral pour garantir une stabilité juridique à sa diaspora, même si sa stratégie est parfois décrite comme une politique d'accommodement, avec une liberté au champ de plus en plus réduit face aux velléités françaises de restriction. Le maintien de ce texte est également lié aux accords d'Évian, qui avaient établi les bases d'une coopération durable, impliquant la libre circulation. 2. Quels avantages concrets l'Algérie cherche-t-elle à préserver en matière de stabilité et de regroupement familial? Les conditions de regroupement familial sont-elles significativement plus souples que le droit commun? L'accord de 1968 est souvent salué par les défenseurs des droits des étrangers pour les avantages relatifs qu'il offre en matière de regroupement familial. Bien que les conditions de logement soient comparables au droit commun, les seuils de ressources exigés pour les Algériens peuvent être moins pénalisants pour les familles nombreuses. Alors que pour les étrangers de droit commun, les seuils de ressources augmentent considérablement pour chaque personne supplémentaire, les seuils pour les Algériens familles de 4 à 5 personnes ou 6 personnes et plus peuvent rester stables, rendant l'opération plus accessible pour les foyers étendus. L'alignement sur le CESEDA durcirait immédiatement ces critères. Le droit au séjour des étudiants algériens est-il entièrement satisfaisant? Le statut dérogatoire crée des avantages mais aussi des désavantages pour certaines catégories. Par exemple, les étudiants algériens sont parfois perdants, car ils ne peuvent pas prétendre à des titres de séjour innovants et plus souples du droit commun, comme la carte étudiant programme de mobilité. Néanmoins, l'accord définit clairement leurs droits, notamment la possibilité d'obtenir une autorisation provisoire de travail dans la limite d'un mi-temps annuel. L'accord garantit également des conditions de séjour pour soins. 3. Pourquoi la dénonciation unilatérale est-elle une menace vide de sens pour l'Algérie? Quel est le risque de retour au statu quo ante en cas de rupture par la France? Pour Alger, la menace française de dénonciation unilatérale est un levier politique puissant mais diplomatiquement fragile. Les experts juridiques mettent en garde contre le fait qu'une telle dénonciation violerait potentiellement le droit international. Plus important encore, une rupture brutale pourrait entraîner, en droit, un retour au régime antérieur aux accords de 1968, soit théoriquement le régime d'Évian. Les accords d'Évian avaient instauré une dynamique de libre circulation dans l'esprit de coopération. La dénonciation pourrait donc avoir un effet inverse à celui recherché par la France en rétablissant, ou du moins en ouvrant la voie à la revendication d'un régime de circulation encore plus favorable à l'Algérie. L'Algérie est consciente de la faiblesse juridique de la position française. La dénonciation, souvent présentée par ses partisans comme l'ultime avertissement pour obliger Alger à renégocier, est qualifiée de non-sens juridique et contre-productif par les analystes. Cela confère à l'Algérie un avantage diplomatique certain pour refuser de négocier sous la menace. 4. Quelle est l'issue probable de l'impasse politique et les conséquences d'une révision future? 1. Pourquoi l'exécutif français privilégie-t-il la révision par avenant à la dénonciation? L'exécutif a-t-il cédé aux exigences de son opposition de droite? Face à la pression politique, notamment de l'opposition qui a déposé des propositions de résolution appelant à la dénonciation de l'accord, l'exécutif français a préféré la voie de la révision. Cette décision, prise en 2023, témoigne d'une reconnaissance des risques diplomatiques et du caractère juridiquement incertain d'une dénonciation unilatérale. La France cherche à obtenir une révision du contenu, dans l'espoir d'aligner une partie du texte sur le droit commun. La voie de la révision est-elle plus aisée? La voie de la révision est loin d'être simple. L'ajournement en 2012 des discussions portant sur un projet de 4e avenant illustre la difficulté persistante à concilier les intérêts des deux pays. La position française visant à baser une révision sur le droit commun est confrontée à la détermination algérienne de conserver son statut spécifique. De plus, la sévérité de la récente loi sur l'immigration, loi CIAI, rend tout accord de révision basé sur ce nouveau droit commun très aléatoire. Le blocage des négociations force la France à utiliser d'autres leviers, comme la réduction des visas, pour tenter d'obtenir une meilleure coopération consulaire, notamment sur la délivrance des laissez-passer nécessaires à l'exécution des OQTF. 2. Quelles seraient les conséquences pratiques d'une révision majeure pour la diaspora algérienne? Si l'accord était aligné sur le droit commun, quels droits seraient les plus menacés? Une révision majeure alignant l'accord sur le CESEDA affecterait significativement la stabilité du séjour de la diaspora algérienne. Les droits suivants seraient particulièrement menacés. Stabilité du titre de séjour, la délivrance et le renouvellement automatique des certificats de résidence de 10 ans seraient soumis aux conditions d'intégration et aux exigences de ressources plus rigoureuses prévues par le CESEDA. Liberté d'établissement. La facilité actuelle pour les ressortissants algériens de
établir en tant que commerçant ou indépendant activité non salariée serait fortement restreinte. Ils devraient se soumettre aux procédures d'autorisation de travail et justifier de l'intérêt économique de leur projet, comme les autres étrangers. Accès aux procédures spécifiques, les conditions de régularisation et de séjour pour motifs humanitaires, de santé ou même pour bénéficier des titres modernes d'immigration qualifiée seraient revus à la baisse ou durcis, selon les cas, par rapport aux dispositions protectrices de l'accord de 1968. 3. L'accord de 1968 est-il destiné à éteindre ou à rester un levier de négociation permanent? L'accord a atteint un point D, équilibre instable, où il fonctionne moins comme un instrument de coopération fluide que comme un baromètre de la santé diplomatique franco-algérienne. La confrontation se maintient de manière institutionnalisée, reflétant des stratégies politiques divergentes. D'une part, l'accord confère des avantages substantiels à l'Algérie, notamment la protection statutaire de sa diaspora et la préservation d'un acquis symbolique. D'autre part, il donne à l'Algérie un levier de non-coopération sur des questions clés pour la France, comme l'exécution des mesures d'éloignement. Les deux parties, contraintes par les risques juridiques d'une rupture qui pourrait théoriquement rétablir un régime plus libre, semblent condamnées à maintenir ce cadre, quitte à ce qu'il demeure une source de tensions récurrentes. L'enjeu n'est plus l'abrogation du texte, mais la gestion de cette confrontation permanente entre la volonté française de normalisation alignement sur le droit commun et la détermination algérienne à préserver son exception statutaire. Le débat sur l'accord de 1968 n'est donc pas près de éteindre, il est un élément structurant et durable des relations franco-algériennes.